Serais-tu capable de survivre à un hiver du Moyen-Âge? Pense un moment et imagine, pas de chauffage central, pas de supermarché bien fourni, pas d'antibiotiques. Le froid se propage à travers chaque fissure de ta cheminée en bois et, en adobe, tes journées sont dominées par l'obscurité, n'offrant que quelques heures de clarté solaire. Tes provisions s'amenuisent progressivement et chaque matin, tu te réveilles en te questionnant sur la possibilité qu'un membre de ta famille ait été touché par la maladie durant la nuit. Ce n'est pas un long métrage de survie. C'était le quotidien pour des millions d'individus pendant les plus de 1000 ans de la période médiévale. Le paysan du Moyen-Âge était conscient qu'il devait affronter tout au long de son existence divers périls, conflits inattendus, pénuries dévastatrices, maladies énigmatiques et labeurs physiques exténuants. Toute communauté devait impérativement se préparer avec soin et respect total pour l'adversaire qui revenait chaque année avec une régularité presque cosmique, l'hiver. Ce n'était pas juste une autre saison, c'était un test de résistance qui pouvait déterminer le fossé entre la vie et la mort. À chaque automne, quand les feuilles commencent à se détacher et que l'atmosphère devient plus fraîche, une certaine agitation s'empare des cœurs médiévaux à la pensée de ce « et qui est à venir ». Pour saisir pleinement le sens de l'hiver médiéval, il nous faut renoncer à notre point de vue contemporain. Pour beaucoup, l'hiver peut signifier des vacances en montagne, des boissons réconfortantes près du feu ou simplement une augmentation des factures de chauffage. Pour nos aïeux du Moyen-Âge, c'était une époque de grande vulnérabilité. Les personnes âgées se questionnaient sur la possibilité de voir un autre printemps. Les parents étaient préoccupés par le maintien en bonne santé et au chaud de leurs enfants. Les mères redoutaient pour les bébés qui naissaient durant les périodes les plus froides. L'hiver ne représentait pas seulement une gêne saisonnière, mais aussi un danger pour l'existence. Ces communautés ont profondément influencé la culture médiévale en adoptant une mentalité de résistance. Les célébrations religieuses, soigneusement placées pendant l'hiver, l'Avent, Noël, l'Épiphanie, la Chandeleur, n'étaient pas le fruit du hasard. Elles offraient des repères d'espoir et de clarté dans la pénombre physique et spirituelle. Les dictons et aphorismes liés à la climatologie, année de neige, année de bien, traduisaient des siècles d'observation et d'expériences collectives. Les méthodes de conservation des aliments, les techniques de construction et même les habits traditionnels ont progressé au cours des générations en réponse directe à l'épreuve hivernale. Voici l'histoire de comment nos ancêtres médiévaux ont non seulement survécu, mais ont aussi réussi à prospérer face à la saison la plus cruelle. C'est une saga d'ingéniosité humaine, de communautés soudées par le besoin, de savoir transmis d'une génération à l'autre. Au bout du compte, c'est une narration de résilience qui traverse les âges et souligne la capacité d'adaptation exceptionnelle de l'homme. Finalement, si eux ont réussi à traverser les hivers successifs malgré leurs ressources restreintes, que cela révèle-t-il sur notre propre robustesse en tant qu'espèce? L'hiver médiéval n'a pas présenté une expérience homogène tout au long des 10 siècles qui constituent cette période. Pensez à un fermier du Xe siècle en Angleterre, bénéficiant de hivers plutôt cléments grâce à la médiévale période chaude, et mettez-le en perspective avec un cultivateur du XVe siècle dans les mêmes terres, affrontant des températures qui ont gelé des rivières entières pendant plusieurs semaines. Malgré que leur territoire soit identique, ces individus, séparés par un intervalle de 5 siècles, habitaient des univers climatiques totalement distincts. De l'UVe au XIVe siècle, l'Europe a traversé ce que les spécialistes du climat désignent comme la période chaude médiévale. En ce temps-là, dans plusieurs zones européennes, les températures surpassaient de 1 à 2 degrés Celsius celles que nous connaissons actuellement. Cela a permis à des plantes comme la vigne de se développer jusqu'à des régions du nord comme l'Angleterre, où aujourd'hui il serait inconcevable de les faire pousser naturellement. Bien que ces hivers demeuraient rigoureux comparativement, à nos standards actuels, ils étaient plus doux et de durée réduite. Des zones telles que la péninsule ibérique ou le sud de la France
connaissaient moins souvent les chutes de neige, et le gel complet des rivières était rare, ce qui permettait au transport fluvial de se maintenir tout au long de l'année dans plusieurs régions. Toutefois, dès le XIVe siècle, un changement climatique radical a commencé à se manifester en Europe. La prétendue petite glaciation a métamorphosé le continent avec un refroidissement progressif qui se serait prolongé jusqu'au XIXe siècle. Les glaciers des Alpes se sont étendus, submergeant complètement des villages qui avaient prospéré pendant des centaines d'années dans les vallées désormais transformées en océans de glace. Sur les rives de la Baltique, la mer se durcissait à tel point que des voies commerciales étaient tracées sur la glace, reliant la Suède à la Finlande. Dans le sud de l'Europe, des zones qui étaient rarement touchées par la neige ont commencé à subir des hivers qui immobilisaient toutes les activités pendant plusieurs semaines. Ce refroidissement brutal n'était ni graduel ni stable. Il était marqué par des extrêmes imprévus, avec certains hivers d'une froideur exceptionnelle, suivis d'autres plus doux, amplifiant l'incertitude et compliquant la planification des cultures. Les écarts régionaux étaient tout aussi marqués que les divergences temporelles, tandis que les habitants de Scandinavie mettaient au point des méthodes spécifiques pour gérer des neiges, pouvant s'accumuler à plusieurs mètres, en construisant des demeures avec des toits fortement pentus, et en faisant des réserves de nourriture pour plusieurs mois, les résidents de la région méditerranéenne se souciaient davantage des pluies diluviennes susceptibles d'inonder leurs terres agricoles et de détériorer leurs récoltes. Dans les zones montagneuses, telles que les Alpes ou les Pyrénées, les collectivités demeuraient totalement coupées du monde pendant plusieurs mois, cultivant des modes de vie d'autosuffisance poussés. Dans les vastes étendues de l'Europe centrale, le vent se présentait comme l'adversaire le plus redoutable, avec des tempêtes de neige capables d'emporter quiconque s'aventurait à l'extérieur sans un abri approprié. Ces différentes expériences hivernales ont donné lieu à la création de cultures régionales uniques à travers l'Europe. Dans le nord, où l'obscurité hivernale était tout aussi redoutable que le gel, les coutumes liées à la lumière, lampes, torches, foyers, ont gagné une riche portée symbolique qui perdure aujourd'hui dans des festivités telles que la Sainte-Lucie en Suède. Dans les zones méditerranéennes, où l'hiver est essentiellement synonyme de précipitation, la gestion de l'eau et les systèmes d'évacuation des eaux usées sont devenus des enjeux cruciaux en matière d'architecture. Les résidences alpines, dotées de vastes granges, destinées à entreposer du foin et des provisions pour sustenter hommes et bêtes durant de longs mois d'isolement, offrent un contraste saisissant avec les demeures côtières érigées pour tenir tête aux rafales marines. L'hiver médiéval ne se réduisait pas à une seule période, mais à plusieurs, chacune présentant ses propres difficultés et remèdes, et chacune modelant de manière unique les communautés chargées de les affronter d'année en année. Les annales médiévales regorgent d'histoires concernant des hivers si rudes qu'ils ont influencé l'histoire européenne, illustrant la manière dont les phénomènes climatiques pouvaient exercer un impact comparable à celui des décisions prises par les souverains et les papes sur le destin humain. De 1315 à 1322, l'Europe a subi une calamité connue sous le nom de Grande Famine. Selon les historiens, celle-ci n'a pas été provoquée par un excès de froid, mais par un autre phénomène tout aussi dévastateur. Des précipitations incessantes qui se sont prolongées pendant 150 jours sans interruption dans diverses régions. Imaginez des champs métamorphosés en marais, les récoltes pourrissant avant la moisson, les routes devenant des bourbiers infranchissables. Lorsque l'hiver s'est finalement installé, il a découvert une population déjà affaiblie par le manque de provisions et démunie pour faire face aux rigueurs du froid. La famine qui a suivi a entraîné la mort de 10 à 15% de la population dans diverses régions de l'Angleterre, de la France et des Pays-Bas. Des familles entières ont trouvé la mort dans leur domicile, trop épuisées pour solliciter de l'assistance. Les archives fiscales de cette période révèlent des villages, complets délaissés, leurs résidents décédés ou transformés en réfugiés.
Les tarifs des denrées alimentaires ont été décuplés, provoquant des émeutes urbaines et des délits désespérés dans les campagnes. On trouve des témoignages consignés de cannibalisme, de parents qui ont dû sacrifier l'un de leurs enfants pour sustenter les autres, et d'anciens qui ont délibérément cessé de se nourrir pour permettre la survie des plus jeunes. Cette calamité a sérieusement ébranlé la structure sociétale en Europe, donnant naissance à une population affamée et exposée qui, à peine une génération plus tard, sera anéantie par la peste noire. Un siècle plus tard, entre 1430 et 1440, l'Europe centrale a été marquée par une décennie de froid particulièrement rude, une affirmation corroborée par les chercheurs d'aujourd'hui grâce à l'analyse des anneaux de croissance de ces arbres centenaires. En 1431, le Rhin a durci de ses sources dans les Alpes jusqu'à la mer du Nord, ce qui a permis à des convois de charrettes de circuler sur son lit glacé. Dans la ville de Paris, des loups affamés pénétraient par la Seine gelée et s'en prenaient aux habitants affaiblis par la famine. En Estonie et en Livonie, des hameaux tout entiers ont été désertés lorsque le bétail a péri de froid dans les granges. Les annales monastiques relatent que le vin gelait dans les coupes pendant la célébration de l'Eucharistie et que des oiseaux tombaient morts des arbres. L'hiver de 1438 est inscrit dans les annales de l'histoire européenne comme l'un des plus redoutables. D'après des documents récents en Écosse, non seulement les bouteilles de vin et les stocks d'eau ont gelé, mais même la mer s'est glacée sur une distance d'1 mille depuis la côte. Dans les Alpes, des avalanches de neige exceptionnelles ont submergé des villages complets sous d'innombrables mètres de glace. Ce qui était le plus surprenant, c'était comment cette vague de froid intense a touché des zones méditerranéennes qui étaient habituellement épargnées par les gelées. Dans le centre de l'Italie, des lacs qui n'avaient jamais connu de gel auparavant ont supporté le poids des charrettes, tandis que sur certaines zones de la péninsule ibérique, la neige a accumulé jusqu'à plus de 2 mètres, un phénomène quasi inédit dans cette région. Ces hivers désastreux ont eu des répercussions politiques et économiques considérables. Des soulèvements paysans ont déstabilisé des royaumes en raison de la pénurie alimentaire. Le mécontentement à l'égard des dirigeants a été exacerbé par les taxes exorbitantes destinées à financer les silos municipaux ou à remettre en état les infrastructures endommagées par la glace. Les déplacements massifs de personnes en quête de nourriture ont profondément modifié la démographie de nombreuses régions. Le climat a même influencé des événements militaires majeurs, des invasions stoppées par des tempêtes de neige imprévues, des sièges délaissés lorsque les provisions sont venues à manquer à cause d'hivers interminables, des voies commerciales redessinées quand les ports classiques ont été gelés. Ces événements climatiques extrêmes mettent en lumière une réalité essentielle de la société médiévale, sa susceptibilité aiguë aux variations climatiques. Sans les avancées technologiques modernes pour anticiper, minimiser ou gérer les conséquences du climat, les sociétés médiévales existaient dans un équilibre fragile qui pouvait être perturbé par un seul hiver d'une sévérité extrême. Non seulement cette vulnérabilité a marqué la vie quotidienne de millions d'individus, mais elle a aussi influencé des choix politiques, des mouvements de population, des progrès technologiques et des évolutions culturelles qui auraient un impact à travers les âges. Les hivers qui ont marqué l'histoire n'étaient pas uniquement des événements climatiques, ils constituaient des forces fondamentales qui rappelaient perpétuellement à l'humanité les limites de son pouvoir face aux éléments naturels. Pour saisir pleinement comment les individus du Moyen-Âge vivaient l'hiver, il nous faut dépasser les simples données météorologiques et explorer leur univers intérieur, les représentations et les symboles qui ont donné un sens à une période difficile. Les images de l'hiver dans l'art médiéval nous donnent un aperçu privilégié de cette mentalité. Dans les livres d'heures ornés de miniatures et destinés à l'aristocratie, l'hiver est représenté de façon étonnamment familière. Un vieillard voûté au coin du feu, des agriculteurs abattant des porcs, des forestiers rassemblant du bois dans des forêts couvertes de neige. Ces représentations n'étaient pas de simples ornements,
Elle formait un langage visuel qui rappelait à chacun, du fermier illettré au lettré savant, le cours inaltérable des saisons et les tâches indispensables à l'existence. Dans les écrits les plus raffinés, les mois d'hiver tels que décembre, janvier et février étaient illustrés par des teintes froides, bleues, grises, argentées, qui formaient un contraste saisissant avec les nuances chaudes et dorées des mois d'été. Janvier, et de manière notable, apparaissait comme une phase d'introspection et de méditation. Des silhouettes drapées dans de lourdes robes assises autour de tables débordantes, représentant l'importance des provisions amassées. Février, souvent symbolisé par des personnes âgées réchauffant leurs mains près d'un brasero, représentait la vulnérabilité de l'homme face aux éléments naturels. Ces images n'étaient pas simplement esthétiques. Elle jouait le rôle de repère visuel, indiquant la signification de chaque saison de l'année, instruisant même ceux qui étaient incapables de lire sur les préparatifs nécessaires et les précautions à prendre. Dans la mentalité médiévale, l'hiver portait un symbole profondément ambivalent. D'une part, il symbolisait la mort, le manque et le péril. Il était courant que les prédicateurs emploient des métaphores liées à l'hiver pour évoquer le péché, faisant l'analogie entre une âme corrompue par la méchanceté et un sol gelé incapable de produire des fruits. Les contes populaires regorgeaient d'entités malicieuses qui erraient durant les longues nuits hivernales, tirant parti de l'obscurité pour porter préjudice à ceux qui faisaient preuve d'imprudence. La crainte des esprits de l'hiver n'était pas qu'une superstition. Elle traduisait le danger bien concret de la mort que cette saison entraînait avec elle. Cependant, de manière paradoxale, l'hiver était aussi synonyme de valeurs positives. Le repos indispensable pour la terre, les réunions familiales autour du feu et la possibilité de réflexion et d'introspection que les mois de labeur continus ne facilitaient pas. Dans la culture médiévale, les représentations de l'hiver illustrent cette dualité. Dans les reliefs sculptés qui ornaient les cathédrales, les illustrations symboliques des saisons dépeignaient l'hiver comme un vieillard à la longue barbe, tantôt grincheux et menaçant, parfois réfléchi et contemplatif. Dans diverses coutumes populaires, surtout dans les zones germaniques, l'hiver était représenté par une vieille dame nommée Frau Holle ou Mère Neige, une entité ambiguë qui pouvait être bienveillante envers les laborieux et implacable avec les oisifs. Ces personnifications aidaient les communautés à établir une relation avec les forces naturelles dépourvues de personnalité, les métamorphosant en entités avec lesquelles on pouvait contracter des accords par le biais de rituels et d'offrandes. Dans la littérature et la poésie, l'hiver est souvent utilisé comme une métaphore forte pour aborder des sujets tels que la perte, l'endurcissement et le renouveau spirituel. Des poètes majeurs de la période médiévale, tels que François Villon, employaient des images liées à l'hiver pour méditer sur le thème de la vieillesse et du caractère éphémère de la vie. Dans sa célèbre « Ballade des pendus », le froid de l'hiver se transforme en symbole de négligence sociale et spirituelle. Selon la tradition mystique et religieuse, l'hiver symbolise une phase de sécheresse spirituelle précédant l'illumination, à l'image de la façon dont le sol apparemment stérile, recouvert de neige, se transformera en un terrain fertile au printemps. Des mystiques allemands tels que Meister Eckhart voyaient en l'hiver une métaphore forte du désert intérieur, que l'âme est censée parcourir pour faire la rencontre de Dieu. Cette trame complexe de représentations, de symboles et de métaphores démontre que l'hiver médiéval n'était pas seulement une réalité matérielle à endurer, mais un agencement culturel élaboré englobant des dimensions pratiques, spirituelles et psychologiques. Pour ces communautés, appréhender l'hiver n'impliquait pas uniquement de maîtriser des méthodes de survie, mais aussi de déceler un sens dans la douleur, de découvrir l'espoir au cœur de l'obscurité et une interprétation du cycle apparemment incessant de manque et d'abondance.
L'univers symbolique de l'hiver médiéval nous fait comprendre que les hommes ne se contentent pas de survivre par une adaptation physique à leur milieu. Ils façonnent également des structures symboliques qui leur permettent d'interpréter même les épreuves les plus éprouvantes. Que se passait-il à la fin d'un hiver au Moyen Âge? Cela surprendra notre mentalité contemporaine. Il faut commencer à se préparer pour le prochain, à l'opposé de notre existence actuelle où les saisons marquent une transition dans nos occupations de loisirs ou de mode vestimentaire. Pour l'agriculteur du Moyen Âge, chaque mois avait un objectif précis dans la lutte acharnée pour subsister jusqu'à l'hiver prochain. Alors que nous planifions notre temps en fonction de projets professionnels ou de congés, il s'organisait selon un cycle naturel qui demeurait quasiment identique au fil des siècles. Le printemps n'était pas seulement une période de floraison et de renaissance. Dès que la terre commençait à dégeler vers février ou mars, les agriculteurs se rendaient dans les forêts pour collecter du bois. Ce n'était pas une activité sporadique, mais une mission soigneusement orchestrée. Ils étaient chargés de repérer les arbres abattus durant l'hiver, de les fragmenter en pièces transportables et de les ramener chez eux avant l'ouverture de la saison des plantations. Ce bois, qui a été séché progressivement pendant plusieurs mois, servirait de combustible pour traverser l'hiver prochain. En même temps, c'était l'heure de la coupe des moutons. Ce matériau précieux qu'est la laine, capable de déterminer si une famille pourra rester au chaud plusieurs mois plus tard, devait être manipulée avec un soin extrême, lavée, cardée, filée et rangée, en vue de la fabrication future de vêtements et de couvertures. L'été, au lieu d'être un moment de repos, était en réalité la période de planification la plus chargée. Alors que les cultures grandissaient, les agriculteurs évaluaient en permanence les conditions. Y avait-il assez de pluie? Le bétail semblait-il en bonne condition? Les abeilles étaient-elles en mesure de produire assez de miel pour constituer des réserves? Chaque observation influait sur des choix déterminants. Combien d'animaux ils pouvaient garder durant l'hiver? Quelle superficie de terrain serait dédiée aux cultures de réserve? Et combien de nourriture ils devraient accumuler? Les femmes transformaient en conserves et en confitures les baies et fruits sauvages que les enfants ramassaient. On tirait le meilleur parti de chaque heure d'ensoleillement, sachant que chaque fruit non cueilli ou chaque plante non ramassée pouvait représenter un repas en moins durant les périodes de disette. Avec l'arrivée de l'automne, la préparation atteignait son paroxysme dans une course effrénée contre le temps. Septembre et octobre étaient des périodes de cueillette intensive et de conservation rapide. Il était nécessaire de récolter, battre, moudre partiellement et entreposer le grain dans des conditions qui préviendraient sa dégradation due à l'humidité ou aux nuisibles. Les légumes de saison, tels que les oignons, les carottes, les navets et les poireaux, étaient organisés selon leur degré de périssabilité. Ceux à consommer immédiatement, ceux qui se conservent bien en cave fraîche et d'autres destinés à des méthodes de conservation telles que le marinage ou la déshydratation. Les fruits étaient convertis en cidre, vinaigre ou séchés afin de constituer des réserves essentielles d'énergie durant l'hiver. Aucune ressource ne devait être perdue. Chaque élément inutilisé constituait un danger potentiel pour la survie. Ce cycle annuel de préparation ininterrompu modelait non seulement les tâches quotidiennes, mais aussi l'état d'esprit global des sociétés médiévales. Les dictons, les chansons et les proverbes qui subsistent dans diverses cultures européennes témoignent de cette préoccupation constante. En août, froid au visage. Pour la Saint-Martin, coupe ton petit cochon et ouvre ton petit vin. Qui ne taille pas sa vigne en mars perd sa récolte. Les fêtes religieuses qui ponctuaient le calendrier n'étaient pas seulement des célébrations spirituelles, elles servaient également de rappel concret pour accomplir les tâches indispensables. La célébration de la Chandeleur, 2 février, indiquait le moment pour faire le point sur les réserves restantes. La fête de la Saint-Jean, 24 juin, marquait l'heure de la récolte des plantes médicinales, tandis que la fête de la Saint-Michel, 29 septembre, était le signal pour préparer le sol en vue des semis d'hiver. Dans cet univers,
Survivre n'était pas une question d'improvisation, mais nécessitait un plan minutieusement élaboré sur toute l'année qui entremêlait inextricablement le pratique et le spirituel. Pour les gens du Moyen Âge, la conservation des aliments pour l'hiver n'était pas un luxe, mais une question de survie. Dans un univers dénué de réfrigérateurs électriques, de conserves industrielles et de chaînes d'approvisionnement mondiales, la préservation des aliments était une science domestique avancée, transmise de génération en génération avec l'égard dû à un savoir religieux. Visualisons un moment une famille de fermiers à la mi-octobre. Les granges sont déjà pleines de la récolte principale, mais l'heure est maintenant venue de métamorphoser les denrées périssables en provisions capables de résister aux mois d'hiver et de manque. La tuerie du cochon, qui constituait le sommet de cette préparation, se déroulait presque partout en Europe le 11 novembre, jour de la Saint-Martin. Ce rituel n'avait pas lieu par pur hasard, il se tenait justement lorsque le froid commençait à s'installer, mais avant l'arrivée des gelées les plus sévères. La température était parfaite pour gérer la viande, sans crainte de décomposition rapide, ce qui facilitait son traitement minutieux. Un seul porc pouvait produire jusqu'à 100 kilos de viande, suffisamment pour alimenter une famille pendant plusieurs mois s'il était bien entretenu. L'occurrence exigeait l'implication de l'ensemble de la communauté, les hommes pour le sacrifice et le dépeçage, les femmes pour la confection des charcuteries et des salaisons, les aînés dirigeant l'opération grâce à leur expérience accumulée et les enfants qui apprenaient en contribuant à des activités moins importantes. Tout était utilisé sans aucun gaspillage. Le sang se transformait en boudin, les entrailles empâtées et charcuteries à consommer rapidement, les os en bouillon, la peau en chicharronne et la graisse en saindoux qui servirait de conservateur. Et pour la cuisine tout au long de l'hiver, le fumage et l'utilisation de la saumure étaient des méthodes essentielles pour une conservation à long terme. La viande était plongée dans des solutions à forte concentration de sel qui enlevaient l'humidité et créaient un milieu défavorable aux bactéries. Après un certain temps, elle était mise en retrait et accrochée dans des espaces dédiés où la fumée de bois parfumés tels que le chêne, le hêtre ou le noyer complétait le processus de préservation, ajoutant par ailleurs des goûts et singuliers. Des pièces plus épaisses, telles que les jambons et les palettes, pouvaient rester consommables pendant plus de 12 mois si la méthode était correctement mise en œuvre. La pratique du fumage ne se limitait pas à la viande de porc. Des poissons tels que le harengue, la truite ou le saumon faisaient aussi l'objet de ce procédé dans les zones côtières ou à proximité des rivières, offrant une source essentielle de protéines durant les périodes de manque. Le monde des plantes nécessitait ses propres méthodes spécialisées. Des légumes tels que les choux, les navets et les carottes étaient exposés à une fermentation lactique dans des tonneaux en bois ou des pots en argile produisant de la choucroute et d'autres conserves qui non seulement pouvaient être conservées pendant plusieurs mois, mais fournissaient aussi de la vitamine C, cruciale pour éviter le scorbut durant l'hiver. On tressait les oignons et l'ail en collier que l'on accrochait au plafond dans des lieux secs et aérés. Les fruits étaient mis à sécher au soleil ou dans des fours à faible température, devenant des raisins secs, abricots secs et pruneaux, qui retenaient une grande partie de leurs éléments nutritifs malgré leur diminution de volume. Les pommes et les poires les plus robustes étaient entreposées en strates de paille dans des sous-sols frais, où elles pouvaient conserver leur qualité pendant plusieurs mois si une vérification régulière était effectuée pour retirer les fruits qui commençaient à se dégrader. Les céréales étaient l'assise essentielle de l'alimentation durant l'hiver. Les greniers surélevés étaient utilisés pour entreposer du blé, du seigle, de l'orge, de l'avoine et du millet afin de les préserver de l'humidité et des nuisibles. Dans les villages les plus démunis, ces édifices, fréquemment municipaux, symbolisaient la frontière entre la subsistance collective et la pénurie alimentaire. Pour préserver les grains, on disposait des plantes aromatiques répulsives telles que le millepertuis entre les sacs et on faisait appel à des chats pour tenir à distance rats et souris.
Pour subsister d'octobre jusqu'à la récolte suivante, en été, une famille de 4 membres avait besoin d'environ 1 tonne de céréales. La mouture de ce grain était effectuée graduellement en fonction des nécessités, étant donné que la farine présentait une plus grande susceptibilité à la dégradation comparativement au grain entier. Pour les familles vivant dans la précarité, le seigle et l'orge prenaient la place du blé devenu rare, produisant des pains plus épais et sombres tout en conservant leur valeur nutritive. Les méthodes de conservation n'étaient pas uniquement des stratégies de survie, elles représentaient un ensemble sophistiqué de savoirs qui façonnait l'identité culturelle de chaque région d'Europe. Les épices employées pour parfumer les charcuteries en Bavière étaient différentes de celles utilisées en Provence. Les méthodes de fumage scandinaves se distinguaient de celles de salaison méditerranéenne. Les marinades d'Europe orientale partageaient peu de similitudes avec les conserves ibériques. Ces goûts particuliers, issus du besoin de conservation, se transformeraient au fil du temps en héritages culinaires régionaux qui subsistent encore aujourd'hui. Ces souvenirs des hivers de disette persistent à se manifester sur nos tables chaque fois que nous savourons un jambon sec, une choucroute fermentée ou un pain de seigle, nous rappelant que bon nombre de nos traditions gastronomiques les plus imprécieuses ont vu le jour dans le contexte urgent de la survie durant l'hiver médiéval. Bien que de nombreux agriculteurs du Moyen-Âge fussent encore en train de récolter les derniers fruits estivaux, ils étaient paradoxalement contraints de penser à la récolte de l'année prochaine. Il était primordial de semer les dites cultures d'hiver avant que le sol ne gèle totalement. Des céréales qui peuvent germer en automne, rester inactives sous la neige durant l'hiver rigoureux et se revitaliser avec plus d'énergie au commencement du printemps. Cette activité, qui peut sembler en contradiction avec notre mode de pensée contemporain, était l'une des techniques les plus avancées du calendrier agricole à l'époque médiévale. Les agriculteurs comprenaient que semer du blé, du seigle ou de l'épeautre juste avant l'hiver leur procurerait un atout essentiel au printemps, lorsque ces plantations seraient déjà en place alors que d'autres n'auraient pas encore été ensemencées. L'observation méticuleuse des indices naturels déterminait précisément le moment pour cette semence d'automne. Il n'y avait pas de calendrier défini ou de prévision météorologique. Cependant, des générations d'expériences accumulées avaient appris à déceler des signes subtils. La première gelée du matin, la migration de certains oiseaux, le changement de couleur de certaines feuilles sauvages. Dans de multiples régions, les célébrations religieuses faisaient office d'indicateurs temporels. À la Saint-Michel, le blé au champ et le miel au tonneau, inaffirmait un vieux dicton, liant la fête du 29 septembre à l'instant parfait pour entamer les semis. Si plantées trop tôt, les graines risquent de germer avant l'arrivée du froid, ce qui les rendrait sensibles. Si plantées trop tard, elles pourraient ne pas avoir le temps de s'enraciner suffisamment avant les premières gelées. Cet équilibre fragile pouvait décider du triomphe ou de l'insuccès de la moisson de l'année prochaine. Les méthodes utilisées pour cette semence hivernale découlaient de centaines d'années d'adaptation et de savoir-faire collectif. Les agriculteurs avaient tendance à semer plus densément que d'habitude, prévoyant qu'une part de leurs semences ne passerait pas l'hiver. Ils employaient des types particuliers de chaque grain, choisis sur plusieurs générations pour leur capacité à résister au froid. Dans les zones fortement ventées, telles que les plaines du nord de l'Europe, ils creusaient des tranchées plus profondes afin de préserver les graines. Dans les régions montagneuses, sujettes aux avalanches ou aux coulées de boue, ils édifiaient des terrasses et des murs en pierre afin de rendre le sol stable. Quelques communautés partiellement recouvraient les champs ensemencés de chaumes ou de branches de pin, constituant ainsi une barrière naturelle face aux températures les plus sévères. Ces méthodes variaient considérablement en fonction de la géographie locale, du microclimat et des coutumes régionales, mettant en évidence l'extraordinaire capacité d'adaptation de l'expertise agricole médiévale. Le stress qui accompagnait
Cette saison automnale était évidente au sein des communautés agricoles. À l'inverse des semis de printemps, dont les effets seraient visibles dans quelques mois, ces cultures d'hiver constituaient un investissement à long terme, avec la pérennité familiale, en guise de bénéfice. Les aînés se rappelaient des années où des hivers extrêmement durs avaient ravagé de vastes étendues agricoles, contraignant les communautés à utiliser leurs réserves de graines destinées aux futures cultures, ce qui entraînait des cycles dévastateurs de famine. Les semailles étaient souvent accompagnés de rites religieux, des bénédictions des champs, des défilés avec des reliques de saints gardiens et des prières dédiées à chaque variété de culture. Ces rites n'étaient pas de simples superstitions, ils jouaient un rôle psychologique essentiel, offrant consolation et espoir face à l'incertitude, instaurant un sentiment de maîtrise collective sur des forces naturelles fréquemment imprévisibles et destructrices. Un autre défi crucial était la protection des champs ensemencés contre les animaux affamés. Durant l'hiver, face à la rareté de leur nourriture naturelle, les cerfs, sangliers, lapins et autres bêtes sauvages étaient attirés par les champs fraîchement ensemencés comme une source de nourriture attrayante. Les communautés mettaient en place des tours de garde, érigeaient des barrières temporaires à l'aide de branches épineuses, traçaient des fossés périphériques et employaient des épouvantails sommaires. Dans certaines zones, durant l'hiver, la chasse restreinte de ces espèces était permise pour fournir une source supplémentaire de protéines et pour protéger les cultures. Les seigneurs féodaux avaient souvent des différends avec leurs paysans sur cette question, car bon nombre de nobles voyaient la chasse comme un privilège réservé, même quand les animaux mettaient en péril la survie de la communauté. Ces conflits étaient visibles à travers diverses révoltes paysannes et des histoires populaires où le braconnier apparaissait comme un héros luttant contre l'injustice des lois, favorisant davantage les animaux que les êtres humains. Ce cycle de semis en automne et en hiver n'était pas simplement une méthode de culture, mais influençait également profondément la pensée médiévale concernant le temps, l'organisation et la connexion avec le futur. À une époque où la longévité dépassait rarement 40 ans, ces agriculteurs déployaient des efforts considérables dans des plantations dont ils ne récolteraient des résultats que plus de 8 mois après. Cet acte, perpétué d'année en année, témoignait d'une foi profonde dans la permanence de l'existence et dans le cycle régulier de la nature. La graine d'automne enseignait la patience, l'anticipation et la confiance dans un univers fréquemment imprévisible et adversaire. Quand nous admirons les champs verdoyants d'avril et mai de nos jours, nous ne réalisons que rarement que ces plantations ont été mises en terre peu avant l'hiver précédent, dans un geste plein d'espoir qui tissait un lien entre les générations passées et à venir dans le perpétuel cycle de semences et de moissons qui nourrissait l'existence médiévale. Quand les premiers souffles d'air froid ont commencé à se faire sentir en octobre, l'inquiétude des gens du Moyen-Âge s'est portée sur leur foyer. La maison n'était pas seulement un lieu de résidence, c'était le bastion contre l'assaut incessant de l'hiver. À l'inverse de nos résidences contemporaines, principalement axées sur le confort, les demeures médiévales étaient des édifices de survie, pensés avec une priorité absolue, garder la chaleur et défendre leurs occupants contre les intempéries. Ces refuges, qui se trouvent à travers l'Europe, témoignent de l'adaptabilité ingénieuse aux conditions locales. Des maisons scandinaves étendues avec leurs toits de tourbe isolants, aux habitations méditerranéennes compactes dotées de murs épais en pierre qui conservent la fraîcheur en été et retiennent la chaleur en hiver. La plupart des agriculteurs construisaient typiquement des structures en bois comblées d'un mélange de terre, paille et bouse d'animaux, appelées adobés, ou cob selon les régions. Lorsque bien entretenu, ce composite offrait une étonnante capacité d'isolation. Les habitations des plus démunis étaient dotées de sols en terre battue,
alors que les foyers plus fortunés pouvaient opter pour des planchers en bois qui, malgré une température plus fraîche, offraient une meilleure isolation contre l'humidité du sol. Les toitures, souvent érigées avec des poutres de bois et tapissées de paille, roseaux ou tourbes en fonction des ressources locales, devaient présenter un aspect incliné, assez pour permettre à la neige de glisser sans s'accumuler, mais pas au point d'être exposée aux rafales de vent. Dans les zones où le vent souffle particulièrement fort, comme sur les côtes de l'Atlantique, les habitations étaient partiellement enterrées afin de réduire leur exposition au vent. La préparation pour la saison hivernale comprenait un soin minutieux de ces installations. Les fissures, qui surgissaient inéluctablement dans les murs à cause de la rétraction des matériaux durant l'été, devaient être colmatées avec un nouveau mélange d'argile. Dans de nombreux cas, les fenêtres, souvent de simples ouvertures, étaient revêtues de toiles cirées, de vessies animales tendues, qui permettaient un certain degré de transparence, ou de simples volets en bois qui se fermaient durant les nuits et les tempêtes. Seules les demeures des personnes fortunées possédaient des fenêtres vitrées, qui étaient de petite taille, d'épaisseur considérable et fréquemment teintées de vert ou de jaune. La porte principale, qui était un point de faiblesse par lequel une grande quantité de chaleur s'échappait, avait été renforcée grâce à des tissus épais accrochés au linteau. Ces contours étaient scellés à l'aide de chiffons ou de mousse. Dans diverses zones, un petit hall d'entrée était érigé pour servir d'une sorte de sas thermique, gardant l'air froid à l'extérieur lors de l'accès à la demeure principale. Dans une habitation médiévale, le foyer était assurément l'élément central. Il fournissait la chaleur et la lumière essentielle et constituait le lieu de préparation des repas. Dans les habitations les plus rudimentaires, cela se résumait à un foyer central dans la pièce maîtresse, la fumée étant évacuée par une ouverture dans le plafond. Bien que peu efficace et imprégnée de fumée, cette mesure favorisait une distribution homogène de la chaleur. Les résidences les plus évoluées possédaient des cheminées intégrées à un mur, une innovation qui a progressivement gagné en popularité depuis le XIIe siècle. Selon la région, le type de combustible pouvait différer. Dans les zones boisées, on utilisait du bois de chauffage. Dans les régions marécageuses, de la tourbe. Et dans certaines parties de l'Angleterre, du charbon. Il était crucial de maintenir ce feu allumé 24 heures sur 24 durant l'hiver. Et les méthodes pour conserver des charbons sous la cendre pendant la nuit étaient des compétences vitales, transmises de génération en génération. Dans le cadre d'une tempête hivernale, éteindre le feu pouvait impliquer un périple risqué jusqu'à la maison du voisin pour récupérer de nouvelles braises. Un trait distinctif de nombreuses demeures paysannes à l'époque médiévale était la cohabitation entre les êtres humains et les animaux au sein de la même habitation. Cette coutume, qui peut paraître malsaine selon notre perspective contemporaine, était en réalité dictée par une logique impitoyable de survie en hiver. Les animaux, notamment les vaches et les chevaux, produisaient une importante chaleur corporelle qui contribuait à modérer l'environnement. En outre, maintenir les animaux à l'abri protégeait des ressources essentielles sur lesquelles la famille comptait. Une vache morte de froid entraînait plusieurs mois sans lait. Un cheval gelé signifiait la perte de main-d'œuvre pour la prochaine saison des cultures. Habituellement, un mur peu élevé ou une légère dénivellation du sol faisait office de séparation entre l'espace occupé par les humains et celui des animaux. Toutefois, la chaleur ainsi que les odeurs circulaient sans entrave. Dans les régions extrêmement froides, telles que la Scandinavie ou les Alpes, même les petites bêtes comme les poules pouvaient être occasionnellement déplacées à l'intérieur. Lors des tempêtes les plus sévères, cette organisation des espaces reflétait une philosophie de vie profondément distincte de la nôtre. L'habitat médiéval ne possédait pas de pièces spécialisées comme dans nos habitations contemporaines. C'était un espace polyvalent où toutes les activités quotidiennes, préparer des repas, consommer de la nourriture, travailler, se
Socialiser, se reposer, avait lieu dans une ou deux pièces majeures. Les lits, généralement constitués de plateformes élevées garnies de paille ou de foin et recouvertes de peaux ou de couvertures en laine, étaient utilisés par plusieurs membres de la famille afin de conserver la chaleur corporelle. La notion de vie privée, à l'image de ce que nous en avons aujourd'hui, n'était tout simplement pas présente. Au cours des mois les plus rigoureux, quand il ne fallait sortir qu'au strict nécessaire, jusqu'à 15 individus pouvaient occuper un endroit que nous estimerions convenable pour 4 ou 5 personnes. Cette proximité imposée entraînait inévitablement des tensions, mais favorisait aussi un sentiment de communauté et d'interdépendance essentielle à la survie. Les contes, les chansons et les traditions orales qui nous ont été transmises ont trouvé leur terreau idéal dans ces lieux communs pendant les rigoureux hivers médiévaux. Ils se perpétuaient de génération en génération, alors que tous se rassemblaient autour du foyer, principal rempart contre l'obscurité et la rigueur de l'hiver implacable. Au Moyen Âge, les habits n'étaient pas une question de mode ou d'expression individuelle, mais bien une question de survie lorsque l'hiver s'installait. À la différence de notre pratique de renouveler l'intégralité de notre garde-robe chaque saison, les individus du Moyen Âge, surtout les paysans et les classes populaires, disposaient d'un nombre limité de vêtements qu'ils étaient contraints d'ajuster intelligemment à toutes les conditions météorologiques. Une famille de fermiers standards aurait à peine 2 tenues par individu, une pour l'usage quotidien et une autre, un peu plus soignée, pour les événements spéciaux et les célébrations religieuses. Face à ces ressources restreintes, la défense contre le froid de l'hiver nécessitait des tactiques ingénieuses et une expertise textile approfondie qui se transmettait essentiellement entre femmes au fil des générations. Le principe de base de la mode médiévale était d'empiler les couches, une méthode étonnamment efficace que les escaladeurs contemporains redécouvriront plusieurs siècles plus tard. La couche la plus proche de la peau était toujours la chemise ou chemise de lin, portée aussi bien par les hommes que par les femmes. Le lin, même s'il n'est pas particulièrement chaud, possède la qualité essentielle d'absorber la sueur corporelle, l'empêchant de toucher la peau. Cette capacité était essentielle pour éviter l'hypothermie, car l'humidité qui touche la peau intensifie dangereusement la déperdition de chaleur. Ces chemises étaient des habits longs qui allaient des épaules aux genoux, voire plus bas, offrant une protection aux zones sensibles telles que le bas du dos. Autant pour les hommes que pour les femmes, les chausses ou bas étaient portés séparément pour chaque jambe. Chez l'homme, ils étaient fixés à la taille, tandis que chez la femme, ils étaient simplement attachés au-dessus du genou, le reste étant caché par des robes qui en couvraient l'ensemble. Les couches intermédiaires provenaient de cette matière linéaire, généralement fabriquée en laine, qui était le matériau thermique par excellence durant l'époque médiévale. La laine a des caractéristiques isolantes remarquables, même lorsqu'elle est mouillée, une qualité essentielle dans le climat souvent pluvieux et neigeux de l'hiver européen. Les hommes revêtaient des tuniques de laine atteignant jusqu'aux genoux, ajustées par des ceintures qui non seulement marquaient la silhouette, mais, avant tout, supprimaient les zones par lesquelles l'air froid pouvait pénétrer. Au fur et à mesure que l'hiver progressait, les femmes revêtaient des robes ou des jupes longues, en tissu de laine de plus en plus épais. Ces vêtements fondamentaux étaient enrichis par des surtuniques et des ajouts supplémentaires lorsque le froid devenait plus sévère. À l'inverse de notre habillement actuel, ces couches n'étaient pas spécifiquement taillées pour la saison hivernale. Elles étaient les mêmes portées toute l'année, mais astucieusement ajustées pour l'hiver en ajoutant des doublures amovibles. Ces doublures, qui agissaient comme de véritables salvatrices durant les périodes les plus froides, constituaient l'illustration concrète du savoir traditionnel lié aux matériaux isolants. Les ménages les plus défavorisés employaient de la paille de seigle finement battue qui formait une barrière d'air isolante entre le corps et l'extérieur. Les personnes qui avaient les moyens recouraient à des peaux d'animaux courants, le lapin pour les régions moins exposées, le mouton pour les zones plus froides et parfois la peau de chat,
prisé pour sa densité et sa robustesse spécifiques. Ces doublures étaient provisoirement fixées aux habits d'extérieur par de longues coutures qui pouvaient aisément être dénouées à l'issue de l'hiver, rendant ainsi un même habit utilisable tout au long de l'année. Le recyclage était total. Quand les cuirs devenaient trop usés pour être utilisés en tant que doublure, ils étaient reconvertis en ornementation décorative ou en petites pièces pour couvrir des zones sensibles comme les oreilles et les doigts. Les extrémités, qui sont particulièrement sensibles au froid, bénéficiaient d'une attention spéciale. Initialement, les pieds étaient couverts de morceaux de lin ou de laine, suivis de chaussettes en laine épaisse. En dernier lieu, des chaussures fabriquées à partir de cuir tanné étaient portées, souvent traitées pour être étanches grâce à une graisse d'origine animale. Dans les zones où la neige était fréquente, des méthodes ont été mises au point pour fabriquer des semelles extérieures en bois ou en liège, permettant d'isoler du sol gelé. Pour les travaux requérant une certaine habileté, des mitaines basiques étaient utilisées pour la protection des mains, tandis que les moufles intégralement doublées étaient réservées aux activités extérieures les plus élémentaires. La tête, qui est une source importante de déperdition thermique, n'était jamais laissée sans couverture. Les hommes utilisaient des bonnets en laine ou des capuches fixées aux couches extérieures. Les femmes recouvraient leurs cheveux et leur cou avec des voiles, bonnets et coiffes qui, au-delà de leur aspect esthétique, offraient une défense cruciale contre le vent. Les enfants, du fait de leur poids corporel réduit qui les rend particulièrement sensibles au froid, étaient une source de préoccupation spécifique. Leurs habits étaient des versions réduites de ceux destinés aux adultes, mais avec d'importantes modifications. Une coupe plus large permettant de les garnir de davantage de matière isolante et des modèles conçus pour un remplacement rapide lorsqu'ils devenaient inévitablement humides. Durant la majeure partie de l'hiver, les nourrissons et les jeunes enfants étaient tenus au chaud sous plusieurs épaisseurs de vêtements et sortaient rarement dehors. Pour les personnes les plus fragiles, des ceintures spéciales étaient fabriquées en utilisant des herbes parfumées, telles que la camomille et le thym. Ces herbes offraient non seulement une odeur plaisante dans un cadre souvent nauséabond, mais on pensait également qu'elles prévenaient les maladies. Cette structure textile, apparemment basique mais profondément sophistiquée en termes de fonctionnalité, illustre l'ingénieuse capacité humaine à s'adapter à des conditions extrêmes avec des ressources restreintes. L'habillement hivernal du Moyen Âge témoigne que bien antérieurement à l'usage des matières synthétiques et des fibres de pointe, nos prédécesseurs avaient élaboré des méthodes de protection véritablement performantes, reposant sur des matériaux naturels et une expertise empirique amassée au cours des âges. Aujourd'hui, quand nous nous enveloppons dans nos vestes modernes étanches et chaudes, nous bénéficions de concepts d'isolation et de contrôle de l'humidité que ces agriculteurs du Moyen Âge, confrontés chaque jour à la rigueur du froid mortel, ont perfectionné avec leurs moyens restreints mais astucieux. Comment parvenais-tu à conserver la chaleur lorsqu'un vent glacial soufflait à travers les murs et que la neige s'amoncelait sur les toits? Durant le Moyen Âge, se vêtir pour l'hiver n'était pas une question de style, mais de survie. Imagine te lever un matin de janvier, quand ton souffle se fige devant toi et que tes doigts ne réagissent qu'à peine au mouvement. Tu ne peux pas simplement monter le chauffage ou enfiler un manteau contemporain. Tu es totalement tributaire de ce que tes mains ont été capables de réaliser au cours des mois passés. Le premier élément de la garde-robe médiévale était le plus intime et essentiel, la chemise. Une sorte de tunique ou de robe longue en lin qui drapait le corps de l'épaule au genou. Tant les hommes que les femmes l'utilisaient comme première couche, accompagnée de bas fabriqués à partir du même tissu qui préservait les jambes d'un contact direct avec le froid. Ce vêtement de base ne suffisait pas pour affronter les rigueurs hivernales, mais servait néanmoins de première ligne de défense contre les intempéries. Les paysans du Moyen Âge, au-dessus de leur chemise, revêtaient une ou deux tuniques en laine qu'ils maintenaient avec une ceinture. Cette dernière avait un double rôle, garder les habits près du corps,
pour conserver la chaleur et servir comme support pour divers petits outils utilisés quotidiennement. La plupart des individus avaient un nombre réduit de vêtements, généralement une ou deux tenues complètes, donc ils portaient ces tuniques tout au long de l'année. L'art de la médiévale se révélait dans l'adaptation. Avec l'arrivée de l'hiver, ils cousaient ou inséraient une doublure intérieure en laine plus épaisse, ou, si leur situation économique le permettait, recouraient à des peaux d'animaux, comme celle du lapin, de l'agneau ou même du chat domestique pour renforcer l'isolation. Les femmes ajoutaient des foulards à leur habillement pour couvrir leurs cheveux, non seulement par pudeur en accord avec les normes de l'époque, mais aussi comme une défense supplémentaire contre le froid. Pour les activités incontournables à réaliser en extérieur, comme la collecte de bois ou le soin des animaux, hommes et femmes avaient recours à des capes ou couvertures faites en peau de mouton, des chapeaux tricotés en laine, des capuchons, qui couvraient tant la tête qu'une portion du visage, des gants basiques et des foulards. Ces habits de plein air étaient précieux et minutieusement préservés, car ils faisaient la distinction entre ressentir légèrement le froid ou être sujet à des engelures susceptibles de causer la perte de doigts, voire, dans les cas, et plus graves, la mort. Durant les hivers les plus rigoureux, lorsque le vent était si mordant qu'il semblait trancher comme une lame et que la neige s'entassait pour créer d'imposantes collines blanches tout autour des demeures, on continuait à porter les mêmes habits qu'on avait mis pour sortir à l'intérieur des maisons. Pour un grand nombre, même cette superposition de couches n'était pas suffisante pour éloigner le froid. On peut visualiser des familles complètes rassemblées autour du foyer, emmitouflées dans les tissus à leur disposition, se répartissant, les couvertures et les peaux, tentant avec des doigts engourdis d'effectuer des travaux ménagers indispensables en attendant l'arrivée salvatrice du printemps pour les délivrer de leur captivité glacée. Comment te sentirais-tu si tu voyais ton souffle se matérialiser à l'intérieur de chez toi tandis que chaque fissure laisse passer le vent et que la neige s'amoncelle à l'extérieur? Les demeures du Moyen-Âge n'étaient pas du tout les espaces étanches et réchauffés que l'on connaît de nos jours, essentiellement constitués de matériaux présents dans le cadre environnant, bois, adobe et, pour les plus privilégiés, pierre. Ces habitations nécessitaient des modifications particulières pour faire face à la dureté hivernale. À l'approche de la saison froide, les familles prenaient soin d'examiner minutieusement chaque recoin de leur habitation. Dans les structures artisanales, les fissures et craquelures sont inévitables, et leur colmatage doit se faire avec des matériaux comme du tissu, de l'argile, de la paille ou du mortier, en fonction des ressources à disposition. Ce travail n'était pas juste un détail esthétique. Chaque fissure non colmatée représentait une porte d'entrée pour l'air froid, qui pourrait rendre ingérable le maintien d'une température acceptable à l'intérieur. Les fenêtres, si elles étaient présentes, étaient rarement dotées de vitres, un privilège réservé aux églises et aux demeures aristocratiques, ce qui les contraignait à être barricadées avec des planches de bois, laissant éventuellement quelques interstices pour une faible lumière diurne, tout en tentant de préserver la fraîcheur extérieure. L'espace de vie typique au Moyen Âge était une unique pièce polyvalente. Dans cet espace exigu, toute l'existence familiale se déployait. C'était à la fois la chambre, la cuisine et le salon. De plus, pour de nombreux agriculteurs, il y avait un espace secondaire où ils hébergeaient les animaux lors des nuits les plus froides. Cette approche était guidée par une perspective pragmatique. Les animaux produisaient de la chaleur corporelle qui contribuait à réguler l'environnement, se transformant en chauffage naturel capable d'influer sur la distinction entre une nuit supportable et une de douleur intense. Pendant les périodes les plus difficiles, la famille pouvait cohabiter avec des vaches, des cochons, des chèvres et même des poules, créant une atmosphère empreinte d'odeur tout en étant incontestablement plus conviviale. Le foyer, un feu ouvert qui était quasiment toujours allumé durant l'hiver, constituait sans conteste l'élément central de toute demeure. Habituellement positionné au milieu de la pièce, ce foyer avait plusieurs utilités,
Il réchauffait l'espace, offrait la possibilité de préparer les repas et constituait l'unique source d'éclairage lorsqu'arrivait la nuit. Toutefois, ce système rudimentaire n'était ni efficace ni sûr. Les habitations possédaient une ouverture dans le plafond censée permettre l'évasion de la fumée. Cependant, en pratique, beaucoup de celles-ci demeuraient emprisonnées à l'intérieur, créant un brouillard piquant qui irritait les yeux et exacerbait les difficultés respiratoires, surtout durant les mois où les individus restaient davantage à l'intérieur. L'éclairage constituait un autre enjeu majeur durant les longues nuits d'hiver. Bien que parfaites, les bougies en cire demeuraient un luxe hors de portée pour la majorité des agriculteurs. Au lieu de cela, ils employaient des lampes primaires confectionnées à partir de morceaux de tissu trempés dans la graisse d'animaux. Ces sources d'éclairage improvisées, ainsi que la flamme toujours présente dans l'âtre, constituaient un risque permanent d'incendie. Une étincelle négligée, un instant d'inattention, pouvait provoquer une catastrophe, laissant les familles sans logement en plein hiver, une condition presque identique à une condamnation à mort. Il n'est guère étonnant que dans les prières de nuit de nombreuses familles du Moyen-Âge, on retrouvait une demande de protection contre le feu aussi indispensable que risquée durant les périodes froides. Comment se passaient les journées quand le monde extérieur se métamorphosait en un désert blanc, inhospitalier et infranchissable? L'instauration de Noël, signalant le commencement de la phase la plus rigoureuse de l'hiver, entraînait une modification significative dans l'existence des agriculteurs à l'époque médiévale. Les terrains en jachère n'exigeaient plus de surveillance et le temps habituellement dédié à l'agriculture était dégagé. Ces célébrations, au-delà de leur aspect religieux, incarnaient un véritable bol d'air frais pour l'esprit, un instant festif collectif avant de faire face aux périodes les plus difficiles et déprimantes de l'année. Après les festivités de Noël, janvier s'installait avec sa rigueur, apportant des chutes de neige particulièrement fortes. Il n'était pas rare que des familles complètes soient véritablement coupées du monde pendant plusieurs semaines, cloîtrées dans leurs demeures alors que la neige s'entassait en monceaux, atteignant des niveaux impressionnants. Cette contrainte d'isolement remodelait la vie de tous les jours, forçant les individus à s'atteler à des travaux ménagers qui avaient été remis à plus tard, lors des mois intensifs de récolte. Une fois les tâches agricoles achevées, les hommes se dédiaient à la restauration des instruments, au tranchant des couteaux, à la création d'ustensiles et au broyage du grain entreposé pour obtenir la farine indispensable à leur pain de tous les jours, élément essentiel et fondamental dans l'alimentation médiévale. De leur côté, les femmes utilisaient ces périodes de recueillement pour filer la laine qu'elles avaient tondue quelques mois auparavant, en l'entrelaçant sur des métiers simples afin de créer de nouveaux habits ou réparer ceux qui étaient déjà là. Les mains habiles façonnèrent la paille pour créer des paniers, des nattes et divers articles de vannerie qui pourraient être commercialisés une fois que l'activité des marchés reprendrait au printemps. Ces artisanats ne se réduisaient pas à de simples loisirs, mais constituaient des occupations économiques additionnelles, susceptibles d'offrir un revenu supplémentaire aux familles qui vivaient constamment au seuil de la survie. Bien que le froid soit présent à l'extérieur, certaines activités de routine ne pouvaient pas être suspendues. Le bétail ayant survécu au massacre automnal, essentiellement des vaches et des chèvres, requérait une surveillance quotidienne. Ces animaux persistaient à produire des produits laitiers qui agrémentaient l'ennuyeux régime hivernal, ainsi que du lactosérum employé pour la conservation des aliments grâce aux marinades. Même dans des conditions climatiques défavorables, les poules persistaient à faire des œufs sporadiques qui constituaient une importante source de protéines fraîches. Le repas était enrichi de viande salée et fumée, provenant du abattoir de Saint-Martin, de pain noir, de bouillon dense, à base de céréales et de légumes en saumure. La boisson de prédilection était la bière artisanale, plus sûre que l'eau provenant de diverses sources, qui était parfois accompagnée d'eau de neige fondue lorsque les autres ressources venaient à manquer. Les nuits d'hiver apportaient
Un froid mordant auquel on faisait face avec des astuces astucieuses. Les familles partageaient le même lit, se blottissant ensemble pour bénéficier de la chaleur corporelle mutuelle, une habitude qui, plus qu'un quelconque désagrément, pouvait déterminer entre la survie ou la mort pendant les nuits les plus froides. Pour réchauffer les lits, nombre de personnes employaient la technique des pierres chauffées. Ils disposaient des pierres près du feu jusqu'à ce qu'elles soient bien chaudes, les enveloppaient dans un linge pour prévenir les brûlures et les glissaient entre les draps, afin d'instaurer une source de chaleur qui rendait le premier contact avec les draps froids plus supportable. Ce simple stratagème, transmis de génération en génération, offrait un certain confort modeste, mais significatif, dans un monde dépourvu de luxe où chaque petite commodité était grandement appréciée. Que pourrait-on imaginer de plus? Terrible que la souffrance de la faim et du froid incessant durant les mois d'hiver. La réponse était à la fois simple et effrayante: la maladie. En dépit de toutes les mesures de précaution et d'attention, les communautés médiévales faisaient face à une intensité particulière de maladies physiques durant la saison hivernale. Le froid mordant se frayait un chemin jusqu'aux os, aggravant des souffrances de longue date telles que l'arthrite et le rhumatisme, qui convertissaient chaque geste en une épreuve douloureuse pour les personnes âgées et les travailleurs dont les articulations avaient enduré des années de labeur physique harassant. La pneumonie était encore plus redoutable, représentant presque une sentence de mort à une époque où les antibiotiques étaient inconnus. L'association d'un air frais, de pièces chargées de fumée, d'une malnutrition et d'une densité de population élevée favorise l'apparition d'infections respiratoires. Il était suffisamment pour qu'un individu de la communauté tombe malade pour que la maladie se propage rapidement parmi les proches et les voisins, engendrant des flots d'infections susceptibles d'anéantir des villages entiers. Dans de nombreux ménages, il était fréquent de voir un ou plusieurs membres alités, rongés par des fièvres, des souffrances ou divers maux pour lesquels aucun remède efficace n'était disponible. Selon les standards contemporains, l'équipement médical à disposition était déplorable. Faute de véritables traitements, les malades étaient contraints de se rabattre sur de la bière tiède, des tisanes à base de plantes aux vertus en partie thérapeutiques et, si la fortune et le rang social le permettaient, du vin chaud aromatisé. Ces traitements, bien qu'ils procurent un certain apaisement symptomatique et une consolation psychologique, étaient pratiquement inefficaces. Pour lutter contre les infections sévères, les familles regardaient sans pouvoir intervenir. Leurs êtres chers se détérioraient lentement, conscientes que leur guérison était presque entièrement tributaire de la robustesse de leur système immunitaire, un système souvent affaibli par des années de malnutrition et d'efforts physiques exténuants. Pendant ces mois difficiles, les enfants représentaient un groupe particulièrement exposé. Étant donné que leurs systèmes immunitaires étaient encore en développement, leur corps en pleine croissance était plus susceptible de contracter des maladies que quiconque pourrait surmonter à l'âge adulte. Les risques pour les enfants au Moyen Âge ne se limitaient pas aux microbes. Les maisons de l'époque étaient pleines de dangers physiques. La flamme toujours vive au cœur de la pièce constituait un danger permanent de brûlures accidentelles. Il n'était pas inhabituel que des enfants, surtout les plus jeunes, soient victimes de blessures sérieuses en se rapprochant trop du feu pour chercher de la chaleur ou à cause d'imprudence durant le jeu. Les infections secondaires issues de ces brûlures, dans un milieu où l'hygiène est précaire, pouvaient être tout aussi fatales que la soumission directe au froid. Quand la mort survenait finalement, un visiteur habituel des hivers médiévaux, les familles étaient confrontées à une nouvelle et sinistre épreuve: comment gérer le cadavre du défunt. Selon les préceptes religieux et culturels, il était impératif d'enterrer le défunt chrétiennement dans un sol sacré, idéalement dans les plus brefs délais suite à la mort. Toutefois, la dureté de l'hiver représentait des défis considérables. La terre gelée, aussi dure que la roche, rendait impossible le creusement de tombes en utilisant des techniques traditionnelles. Le transport du corps vers le cimetière de la paroisse locale pouvait être entravé par des chutes de neige abondantes
et des routes impraticables. Cela posait un dilemme pratique avec d'importantes implications spirituelles. Repousser l'enterrement signifiait garder le corps près des vivants pendant une durée prolongée, ce qui causait non seulement une gêne psychologique, mais aussi des inquiétudes d'ordre hygiénique. Les réponses à ce problème dépendaient des conditions et des moyens à disposition. Dans certaines communautés, notamment celles situées à proximité d'importantes églises, les défunts étaient provisoirement placés dans des cryptes ou des dépôts à proximité du cimetière, en attendant la période de dégel au printemps. Les températures négatives jouaient le rôle de préservatifs naturels, ralentissant la dégradation. Les familles qui n'avaient pas accès à ces lieux dédiés utilisaient des refuges ou des sous-sols domestiques, conservant leurs proches décédés aussi éloignés que possible des zones résidentielles. Dans les situations les plus extrêmes, surtout dans les zones montagneuses, les familles faisaient tout leur possible. Elles creusaient des sépultures dans le sol gelé à l'aide de pioches et d'eau chaude pour adoucir le terrain, ou érigeaient temporairement des tumulus en pierre qui seraient démantelés au printemps, afin de permettre une inhumation correcte quand la terre serait devenue moins dure. Les phases de mortalité très élevées, qui n'étaient pas inhabituelles lors des hivers extrêmement froids, conduisaient à des mesures plus sévères et pénibles. Les fosses communes, où les cadavres s'entassaient de manière anonyme, rassemblés dans la mort, tout comme ils l'avaient été dans leur combat pour survivre. Est-il envisageable de trouver du plaisir et de la joie lorsque le monde extérieur semble devenu un désert gelé? De manière surprenante, les individus du Moyen-Âge ont fait preuve d'une aptitude remarquable à concevoir des lieux de loisirs, même dans les situations les plus défavorables. Après avoir mené à bien les obligations ménagères essentielles, alors que la lumière du jour s'évanouissait rapidement et que les interminables nuits d'hiver se présentaient à eux, les familles tentaient de trouver des activités pour rompre la monotonie et éviter le sentiment de mélancolie qui pouvait s'immiscer dans leur esprit durant les mois obscurs. Les veillées au coin du feu devenaient des instants privilégiés. Pour le conte oral, une coutume profondément enracinée dans la culture du Moyen-Âge. Les aînés racontaient aux plus jeunes des histoires héritées de génération en génération. Des récits de héros mythiques, d'hommes et femmes de foi et de martyrs, des fables mettant en scène des animaux qui parlaient et véhiculaient des messages moraux, sans oublier les légendes locales qui décryptaient les mystères de la nature ou mettaient en garde contre les périls environnants. Ces récits avaient plusieurs rôles. Ils divertissaient, instruisaient, fortifiaient les valeurs de la communauté et peut-être l'aspect le plus crucial durant l'isolement hivernal, généraient un sentiment de continuité et d'appartenance, qui offrait un réconfort psychologique face à la précarité de la vie quotidienne. Les jeux de société proposaient une autre façon estimable de s'occuper. Les jeux de table, ancêtres médiévaux du backgammon moderne, figuraient parmi les plus courants. Ils exigeaient de déplacer des pions sur un plateau en se basant sur les résultats des dés. Ces jeux, bien que basés sur un concept assez simple, favorisaient l'élaboration de stratégies compliquées et pouvaient divertir toute une famille pendant des heures. Les jeux de dés purs, où le résultat était entièrement dicté par le hasard, étaient également très appréciés de toutes les couches sociales. Les jeux d'échecs, de leur côté, constituaient un passe-temps plus sophistiqué, habituellement réservé aux nobles et aux ecclésiastiques éduqués. Toutefois, des variantes simplifiées pouvaient parfois être aperçues dans les résidences des paysans prospères. Quand le temps offrait une pause temporaire, rendant possible de sortir dehors sans danger, les résidents médiévaux saisissaient cette occasion pour savourer l'unicité de la beauté hivernale qui embellissait le paysage. Les illustrations et les documents écrits témoignent d'un loisir courant et prisé qu'étaient les batailles de boules de neige. Ces activités permettaient non seulement de se divertir, mais aussi de tonifier le corps engourdi par une absence d'activité physique. Dans les sociétés vikings et nordiques, ces combats de neige prenaient une ampleur supplémentaire. Considérées comme un élément essentiel de l'éducation des enfants, elles offraient l'occasion de perfectionner la visée, d'accroître la résistance au froid
et d'acquérir les compétences tactiques essentielles qui seraient bénéfiques à l'âge adulte, notamment pour ceux destinés à devenir guerriers. Dans les zones où les plans d'eau gelaient de manière suffisamment robuste, le patinage est devenu une activité à la fois divertissante et utile. Les premiers patins étaient fabriqués à partir d'os d'animaux, soigneusement polis et fixés aux bottes à l'aide de bandes de cuir. Ces premières technologies permettaient de glisser sur des surfaces glacées, même si moins efficacement que les patins qui ont suivi. Grâce au progrès de la métallurgie, les premiers patins munis de lames en fer ont vu le jour vers la fin du Moyen Âge, transformant cette activité en offrant des déplacements plus vifs et maîtrisés. Dans des zones telles que la Scandinavie, l'Angleterre et les Pays-Bas, le patinage ne se limitait pas à être une activité récréative. Il servait aussi de moyen de déplacement en hiver, facilitant les déplacements entre les communautés lorsque les voies classiques étaient encombrées par la neige. En menant ces activités communes, les gens du Moyen Âge parvenaient à ériger de petits havres de paix et de bonheur au cœur de la désolation de l'hiver. L'espoir était alimenté et les liens communautaires renforcés par ces instants éphémères mais puissants qui allaient du rire suscité par une histoire comique à l'émotion d'une victoire dans un jeu de société, en passant par la sensation de liberté sur un lac gelé ou la camaraderie d'une bataille de boules de neige. Dans une ère où la survie était intimement liée à la solidarité sociale, ces moments communs n'étaient pas seulement agréables, mais essentiels pour préserver le lien humain qui tenait la vie en société. Ainsi, même durant les phases les plus obscures de l'hiver, de minuscules lueurs d'humanité scintillaient dans chaque maison, rappelant à ceux qui y vivent qu'après la nuit la plus étendue, un nouveau jour se manifeste toujours. Quelles étaient les sensations ressenties en découvrant les premiers rayons chaleureux du soleil après une longue période d'obscurité et de froid? Pour les personnes vivant au Moyen Âge, rares étaient les moments de l'année qui pouvaient égaler l'excitation de la fonte des neiges, moment où la nature commençait doucement à sortir de son torpeur hivernale. Les premiers indices de transformation arrivaient en février. La neige commençait à se dissoudre, créant de petits cours d'eau qui coulaient entre les champs précédemment gelés, et le soleil demeurait visible plus longtemps, signalant que le plus difficile était désormais surmonté. Ce réveil s'est effectué de manière progressive plutôt que soudaine. Le sol, encore en partie gelé, commençait à se dégeler suffisamment pour autoriser les premières tâches de culture. Après plusieurs mois passés confinés chez eux, les agriculteurs, devenus blafards, prenaient un nouveau départ en sortant pour entamer les travaux qui rythmeraient les mois suivants. Leurs visages, toujours empreints de la mémoire du froid et de la disette, s'illuminent d'espoir alors qu'ils examinaient les champs qu'ils allaient bientôt revitaliser, contrôlant quelle végétation avait résisté à l'hiver et celle qui nécessitait une nouvelle plantation. Les semences de blé, d'orge et de seigle qui avaient été semées à l'automne et avaient resté inactives sous la neige commençaient maintenant à se développer. Ces premières pousses vertes étaient surveillées de près par les agriculteurs, car leur robustesse allait largement conditionner la moisson estivale. Un hiver extrêmement froid aurait pu nuire à ces plantations cruciales, nécessitant de nouveaux ensemencements avec les quelques graines sauvegardées pour les situations d'urgence, diminuant ainsi les provisions alimentaires pour les mois futurs et menaçant la sûreté alimentaire de la communauté. Les animaux réagissaient aussi à l'avènement du printemps. Après avoir séjourné de longues périodes dans les granges et les enclos, le bétail a enfin pu sortir pour pâturer sur les prairies rafraîchies par la verdure. Après avoir été débarrassés de leur dense pelage d'hiver lors de la tonte de printemps, les moutons jouaient joyeusement avec leurs agneaux fraîchement nés. Les porcs, qui avaient échappé au sacrifice de l'automne, parcouraient librement les forêts et les champs communaux, se nourrissant de racines et de jeunes plants. Cette activité animale renouvelée n'apportait pas seulement de la vivacité. Au paysage, elle garantissait également de nouvelles ressources alimentaires, du lait frais, des fromages, une plus grande quantité d'œufs et potentiellement de la viande pour les familles en mesure de égorger un animal avant la prochaine.
Saison de mise à mort. Avec le retour de la douceur des températures, la vie en communauté a également commencé à prospérer de nouveau. Les marchés locaux, presque au repos durant les mois enneigés, retrouvaient leur dynamisme. Pendant la période de repos hivernal, artisans et commerçants préparaient leurs étals avec une variété de produits qu'ils avaient fabriqués. Paniers, outils remis à neuf, tissus, conserves et bien d'autres articles qui attireraient désormais des clients parmi les voisins souhaitant renouveler leur collection. Les églises, qui avaient observé une baisse de fréquentation durant l'hiver à cause des problèmes de déplacement, se remplissaient de nouveau de paroissiens qui venaient autant par piété que par le bonheur de renouer avec leur communauté. Les défilés et les célébrations religieuses du printemps, telles que celles associées à Pâques, revêtaient une importance particulière après avoir traversé un hiver supplémentaire. La résurrection du Christ symbolisait métaphoriquement la revitalisation de la nature et le renouveau de l'espoir dans chaque cœur qui avait tenu bon pendant les mois les plus difficiles. Que nous révèle la façon dont nos ancêtres du Moyen Âge ont géré l'hiver. Au-delà des méthodes précises de survie, leur vision de cette saison nous dévoile une sagesse profonde, née de l'impératif et façonnée par des siècles d'expériences collectives. En premier lieu, on note l'extraordinaire capacité à élaborer des plans sur le long terme, à l'opposé de notre époque moderne qui privilégie la satisfaction instantanée et l'accès permanent aux ressources. Les individus du Moyen Âge saisissaient que l'existence se présentait comme un cycle où chaque saison exigeait des dispositions particulières pour celle à venir. L'agriculteur qui, même en plein été, se projette déjà sur l'hiver futur en constituant des réserves de graines, en effectuant les réparations nécessaires sur le toit ou en entreposant du bois, nous offre un aperçu d'une perception temporelle radicalement distincte de notre précipitation contemporaine. Cette attitude prévoyante se manifestait par une administration rigoureuse des ressources à disposition. Dans l'univers médiéval, nul élément ne se perdait. Chaque objet, denrée ou matière pouvait avoir plusieurs applications possibles. La matière grasse issue des animaux était utilisée tant pour la cuisine que pour la confection de bougies, de fortunes. Les os étaient métamorphosés en instruments, aiguilles ou boutons. Même les résidus du foyer avaient leur utilité comme ingrédients dans la production de savon ou d'engrais. Cette économie circulaire, qui tire son origine de la pénurie plutôt que des enjeux environnementaux contemporains, symbolise une sorte de rapport aux ressources matérielles que nous avons perdues dans notre société axée sur la consommation et les déchets. La survie durant l'hiver reposait aussi sur un autre fondement essentiel, la coopération communautaire et l'interdépendance. Dans un monde où l'extrême individualisme aurait conduit à la mort inévitable, les sociétés médiévales ont élaboré des structures sophistiquées d'entraide réciproque. De l'abattage collectif des porcs à la remise en état des toits, ravagés par les tempêtes, sans oublier le soin conjoint des malades, les gens du Moyen Âge saisissaient que leur survie individuelle dépendait inextricablement de la solidité de leur communauté. Cette aide mutuelle imposée mais efficace favorisait des liens qui dépassaient les divergences individuelles, construisant des communautés robustes, en mesure de faire face à des épreuves qui auraient été impossibles à surmonter pour des personnes isolées. Durant l'hiver, la relation avec le temps assumait aussi des aspects spécifiques. En accord avec les cycles naturels, les gens du Moyen Âge acceptaient la torpeur de l'hiver comme une composante essentielle du cycle de vie. Ils ne combattaient pas l'obscurité naissante et n'essayaient pas de maintenir le même degré d'activité qu'au cours des mois estivaux. Plutôt que de suivre une routine fixe, ils ajustaient leurs habitudes au rythme du soleil, utilisant les longues nuits pour effectuer des tâches impossibles pendant la saison des récoltes. Réparation, création et partage de connaissances et renforcement des liens familiaux. Peut-être que cette capacité à se plier au cycle naturel, plutôt qu'à leur imposer notre volonté, ce qui implique une flexibilité rythmique, est l'une des leçons les plus importantes et négligées de l'époque médiévale. Pour finir, l'hiver médiéval nous dévoile un lien spécifique avec l'adversité et la douleur.
Pour ces individus, les défis n'étaient pas des exceptions à esquiver à tout prix, mais des aspects intrinsèques de la condition humaine qu'il fallait aborder avec bravoure. Chaque hiver surmonté ajoutait des strates de résilience psychologique, consolidant la foi en sa propre capacité à faire face aux moments difficiles. La douleur n'était pas niée ou dissimulée. Elle faisait partie inhérente de l'existence, un coût à acquitter pour le privilège même de vivre. Cette disposition, éloignée tant de l'hédonisme contemporain que de la résignation fatale, leur permettait de déceler des plaisirs modestes au cœur de situations indéniablement ardues et de préserver l'espoir quand tout semblait s'opposer à lui. Dans quelle mesure nos traditions contemporaines sont-elles les reflets distants de ces tactiques de survie du Moyen-Âge ? Même si la technologie a profondément métamorphosé notre monde, nombre de nos traditions d'hiver trouvent leurs origines dans ce passé où le froid représentait un adversaire redoutable qu'il fallait combattre avec ingéniosité et prévoyance. Bien que la célébration de Noël soit aujourd'hui majoritairement liée à ses aspects religieux et commerciaux, elle conserve des traces qui nous relient directement aux banquets médiévaux précédant les périodes de pénurie. L'arbre ornant, les lumières qui luttent contre l'obscurité, les copieux repas pris en famille, tous ces aspects évoquent cette nécessité ancestrale de construire un havre de chaleur et d'abondance avant de faire face à l'inconnu. Les recettes traditionnelles d'hiver que nous proposons préservent également le savoir des méthodes de conservation du Moyen-Âge. Les charcuteries, les délices épicées, les pains riches et nourrissants, les plats mijotés copieux et les boissons chaudes épicées que nous rattacherons aux saisons froides sont le fruit de techniques qui ont permis d'exploiter au mieux les denrées disponibles quand la terre ne donnait pas. Les épices que nous incorporons dans nos vins chauds et nos douceurs de Noël ne se contentent pas d'ajouter du goût. Historiquement, elles agissaient comme des conservateurs naturels et on pensait qu'elles contribuaient à éloigner les maladies durant la période la plus propice aux infections respiratoires. Notre propension actuelle à prendre du poids pendant l'hiver pourrait également être perçue comme un reflet lointain de l'instinct de conserver de l'énergie pour les périodes difficiles. De nos jours, la production artisanale connaît un regain d'intérêt. Beaucoup de gens redécouvrant le plaisir de tricoter, de préparer des confitures, de brasser leur propre bière ou encore de cuire leur pain fait maison. Ce que nous percevons actuellement comme des loisirs de détente étaient pour nos ancêtres du Moyen-Âge des activités cruciales pour survivre durant l'hiver. Toutefois, en les exerçant, même sans l'angoisse de l'obligation, nous établissons inconsciemment un lien avec ces générations qui nous ont précédés. Nos mains exécutent des gestes affinés au fil des siècles, et ce faisant, nous percevons un lien avec le passé qui dépasse les justifications logiques, nous orientant vers des tempos plus sereins, plus en phase avec les cycles naturels. Même nos habitations renferment des aspects issus de cette bataille contre le froid. Aujourd'hui considéré comme un élément décoratif ou un ajout de chauffage dans de nombreux foyers, la cheminée a été pendant des siècles le centre, à la fois littéral et symbolique, du logement. Son emplacement privilégié, l'espace qu'elle offrait pour les rassemblements familiaux, la façon dont sa lumière dorée métamorphosait l'obscurité hivernale en un havre de paix. Tous ces éléments demeurent gravés dans notre mémoire collective et influencent la façon dont nous imaginons nos habitats. Les constructions traditionnelles, avec leurs tapis denses, leurs rideaux pesants et leurs plafonds bas, ont été conçues pour répondre à l'ancien besoin de retenir la chaleur. Aujourd'hui, ces caractéristiques sont réinterprétées comme des éléments esthétiques. Notre conception et notre célébration de la fin de l'hiver conservent également des résonances médiévales. Les célébrations de printemps, allant du carnaval aux coutumes de Pâques, évoquent cette effusion de bonheur et de renouveau que symbolisait le fait de triompher d'un nouvel hiver. Quand nous embellissons nos maisons avec des fleurs et des rameaux au printemps,
Quand nous sommes inexplicablement attirés par les espaces extérieurs lors des premières journées ensoleillées, quand nous percevons une montée d'énergie et de positivité avec l'arrivée du temps doux, nous revivons des sensations que nos prédécesseurs du Moyen Âge ont vécues avec une intensité décuplée. En effet, pour eux, il ne s'agissait pas simplement de préférences saisonnières, mais d'une célébration de leur survie face aux rigueurs hivernales d'une année à l'autre. Serions-nous capables, en tant qu'habitants du monde contemporain, de survivre à un hiver d'époque médiévale? Cette question, qui dépasse le cadre d'un simple jeu d'esprit, nous pousse à considérer les compétences que nous avons perdues et les dépendances que nous avons développées. Les sociétés modernes ont élaboré des systèmes complexes qui nous protègent efficacement des rigueurs de la nature. Le chauffage central, l'isolation thermique, l'éclairage électrique et l'approvisionnement constant en nourriture fraîche nous ont fait perdre de vue à quel point l'hiver peut se révéler véritablement rigoureux. Nous avons métamorphosé une saison qui aurait pu être fatale en une période esthétique, marquée par des paysages enneigés admirés depuis le confort de maisons idéalement climatisées. Cette dissociation des cycles naturels a conduit à une perte importante de savoir-faire pratique. Actuellement, rares sont ceux qui maîtrisent l'art de conserver des aliments sur le long terme sans frigo, de confectionner des textiles ou des habits sans équipement industriel, d'entretenir un feu performant durant plusieurs jours sans épuisement ou d'extraire la plus haute valeur énergétique d'une quantité restreinte de combustible. Les aptitudes qui étaient omniprésentes à l'époque médiévale, telles que le tissage, la conservation des aliments, l'utilisation du feu, l'identification des végétaux bénéfiques et la météorologie basée sur l'observation directe, sont désormais devenues des spécialités de niche ou des loisirs occasionnels. Cette diminution de l'indépendance opérationnelle nous a rendus très dépendants d'infrastructures sophistiquées dont la vulnérabilité ne devient manifeste que lorsqu'elles tombent en panne. Toutefois, les moments de crise nous renvoient parfois à des vérités que nos aïeux du Moyen Âge reconnaîtraient sans doute. En cas de panne prolongée, de tempêtes intenses ou de perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, l'importance de la coopération locale, de la gestion mesurée des ressources limitées et de l'adaptation face à des circonstances difficiles est soudainement réévaluée par les communautés contemporaines. Ces instants, malgré leur nature traumatisante due à notre penchant pour le confort, mettent en lumière des aptitudes latentes de résilience et de résolution inventive de problèmes qui sont en lien direct avec l'esprit de survie médiéval. Le post-Diesel. Réchauffement climatique introduit une nouvelle perspective dans notre rapport à l'hiver. Avec la montée des températures à l'échelle mondiale, les schémas climatiques tendent à devenir de plus en plus imprévisibles et erratiques. Cette nouvelle réalité climatique met à l'épreuve tant nos systèmes technologiques que notre perception culturelle des saisons. Ironiquement, il se pourrait qu'on doive réétudier des tactiques médiévales de résilience et d'adaptation pour affronter un futur où la régularité saisonnière ne peut plus être considérée comme acquise. La capacité des sociétés médiévales à s'ajuster à des hivers changeants, certains étant doux, d'autres dévastateurs, pourrait fournir des enseignements importants aux communautés confrontées à des enjeux climatiques inédits. Thésas. Fouilles archéologiques et les études historiques persistent à dévoiler des éléments passionnants sur la façon dont diverses cultures médiévales faisaient face aux défis de l'hiver. Chaque avancement, des découvertes de vestiges conçus pour le froid aux études de régimes alimentaires saisonniers ou d'études sur les taux de mortalité en hiver, améliore notre connaissance de cette époque. Outre leur valeur scientifique, ces découvertes nous donnent d'autres points de vue sur la façon dont les humains peuvent interagir avec les cycles naturels. Dans un monde qui requiert immédiatement des modèles de vie plus durables, les idées astucieuses de nos prédécesseurs du Moyen Âge, issues d'un besoin pressant et perfectionnées au fil des générations, peuvent offrir une source d'inspiration pour reconsidérer notre relation actuelle avec l'environnement naturel et ses cycles.
En définitive, la leçon majeure que nous enseigne l'hiver médiéval est que le véritable sentiment de sécurité ne vient pas d'une maîtrise totale de la nature, mais plutôt de la capacité à s'adapter, à anticiper et à tisser des liens communautaires. Nos prédécesseurs ont réussi à surmonter des conditions que nous considérerions aujourd'hui insupportables, non pas en raison de leur supériorité physique, mais grâce à la culture remarquablement ajustée qu'ils avaient élaborée pour relever les défis auxquels ils faisaient face. La capacité d'adaptation culturelle, plutôt que toute technologie spécifique, pourrait contenir la solution pour faire face aux hivers, à la fois au sens littéral et figuré, que l'avenir nous prépare. Alors que la neige se mettait à fondre et formait de petits ruisseaux qui alimentaient les champs fraîchement déblayés, Maria regardait depuis le seuil de sa cabane son fils cadet, Pedro, courir joyeusement parmi les premières pousses vertes. Cette année, l'hiver a été particulièrement sévère. La famille avait fait le deuil de la grand-mère Elena, dont les os fatigués n'ont pas survécu au gel de janvier, et leur stock de céréales s'était alarmamment réduit à l'approche de la fin de la saison. Pourtant, les voici, debout sous le doux soleil de mars, convaincus qu'un nouveau cycle était en train de débuter. Son épouse Joanne labourait déjà le sol à l'aide de la charrue, le préparant pour accueillir de nouvelles semences. Les voisins avaient aussi émergé de leurs abris d'hiver, se saluant et se tenant au courant, partageant leurs projets pour les mois futurs. Certains visages faisaient défaut, les nourrissons, les personnes âgées, ceux qui étaient malades, et n'ont pas survécu. Mais la communauté, à l'image d'un organisme résilient, se réajustait face à ces disparitions tout en poursuivant son avancée. Maria envisageait l'été à venir, les longues heures de travail qui les attendaient et la moisson qui, si Dieu le voulait, serait généreuse. Elle a également réfléchi à l'automne prochain, lorsqu'ils recommenceront les préparatifs pour faire face à l'ennemi sans pitié de l'hiver. Bien qu'il fût conscient qu'ils ne pouvaient se permettre de relâcher leurs efforts, que chaque jour devait être mis à profit pour assurer leur survie future, il s'accorda un instant de pure réjouissance. Ils avaient tenu bon. Une année supplémentaire. Encore un hiver. Alors qu'elle regardait Pedro ramasser les premières fleurs sauvages, le soleil caressait son visage avec des promesses de jours plus radieux. La vie continuait à dérouler son fil, tenace et indomptable comme elle l'a toujours été, et le fera toujours. Et dans cette phase de transition entre le froid et la chaleur, l'obscurité et la clarté, Maria a saisi la leçon fondamentale de l'hiver médiéval. Rien n'est éternel, ni la douleur la plus vive, ni l'exubérance la plus prodigieuse. Tout évolue, tout se modifie, tout revient sous une autre forme. Avec cette sagesse ancestrale inscrite dans ses membres, elle se mit en condition pour affronter un nouveau cycle saisonnier. C'était de cette manière pour les personnes du Moyen-Âge, coincées dans le cycle infini de préparation, résistance, survie et renaissance. Un cycle qui, d'une manière subtile et profonde, continue de modeler notre existence même dans le monde technologique et apparemment maîtrisé du XXIe siècle. Un cycle qui nous rappelle, quand nous avons l'opportunité de prêter l'oreille, que nous demeurons des êtres saisonniers sur une terre façonnée par des cadences aussi vieilles que le temps lui-même. Donc, lorsque tu te poses la question de savoir si tu serais capable de survivre un hiver médiéval, n'oublie pas qu'une part de cette aptitude à survivre réside en chacun de nous, dans nos instincts, nos coutumes et notre aptitude collective à nous adapter et persister. Le Moyen-Âge, malgré ses épreuves et atrocités, nous a transmis des enseignements de résilience, d'ingéniosité et d'espoir qui demeurent significatifs dans notre propre périple à travers les évolutions fluctuantes de l'histoire humaine.